Je me présente brièvement. Là, comme je vous dis, je vais travailler très fort à ne pas parler trop vite, mais arrêtez-moi si jamais là, je m'emporte. Là, je m'appelle Geoffroy Renaud. C'est ça, je travaille dans les champignons depuis une dizaine d'années. J'ai découvert un peu l'univers de la mycologie par hasard à travers une série d'événements où c'est ça où j'ai appris en fait que parce que j'avais un sol qui était contaminé aux hydrocarbures, puis en cherchant à le traiter ou à le dépolluer, je suis tombé sur des recherches qui nous démontraient la capacité des champignons, de champignons comestibles, à désassembler des molécules complexes, donc à briser les chaînes de carbone du pétrole, les hydrocarbures, pour dépolluer un sol naturellement. Un peu, là, ça avait l'air un peu trop beau pour être vrai, donc j'ai commencé une recherche dans ces domaines-là. Puis de fil en aiguille, j'ai fondé un laboratoire qu'on appelle de mycologie appliquée, c'est-à-dire on travaille à comprendre les champignons pour arriver à travailler de concert avec ces organismes-là pour faire une série d'interventions environnementales. Donc, la version la plus accessible, si vous voulez, c'est on appelle ça champignons maison, où en fait, on fait des trousses pour cultiver les champignons. Donc, on offre une culture de champignons qui est prête à produire tout de suite, à fructifier, mais qui peut aussi être utilisée pour une série d'interventions environnementales. On va en parler un peu aujourd'hui. Puis, de fil en aiguille, on a ouvert aussi un département où on fait des extraits de principes actifs, donc des produits de santé naturelle à base des champignons, encore des champignons comestibles qui peuvent être utilisés dans des procédés de dépollution aussi. Puis, depuis 2 ans, on travaille sur une filière qu'on appelle de mycomatériaux. Donc, on fait des objets à partir de la racine des champignons. Puis l'intérêt, c'est que c'est des objets qui peuvent remplacer le styrofoam, qui peuvent remplacer le bois, une série de produits de construction, tout ça. Mais on peut les produire, donc les cultiver à partir de matières résiduelles. Donc, des déchets comme les marcs de café, les déchets de construction, les pâtes et papiers, les déchets du jardin. Parce qu'on dit souvent qu'un déchet, c'est une ressource qu'on a abandonnée ou qu'on a laissé tomber. Puis, dans cette idée-là, les champignons nous permettent d'abandonner presque aucun déchet, presque aucune ressource. Fait que je pourrais vous en entretenir longtemps. Comme je dis, c'est un univers qui est fantastique, c'est un univers qui est énorme, puis en fait, dont on sait qu'on en connaît très peu. Donc, c'est toujours un défi de synthèse d'en parler brièvement parce que pour tout ce que je dis, on pourrait trouver plusieurs exceptions. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de vous outiller à comprendre davantage les champignons, le règne fongique, puis d'être capable de commencer à les cultiver, peut-être dans un contexte potager où on a déjà une énergie de culture, puis on a déjà un environnement qui est très propice à la culture des champignons. En attendant, je peux vous montrer ici un peu le bloc. Parce que ce que je veux vous montrer, c'est un peu le cycle de vie du règne fongique. Mais j'ai une version ici où on peut incarner l'ensemble de ce règne-là. Je sais que ce n'est pas les champignons les plus typiques. Ça, c'est des reishi, Ganoderma lucidum. Puis, dans un même espace construit comme ça, on voit un bloc qui a été fait à partir de morts de café, de sciure de bois, de déchets agricoles, dans lequel on a mis une culture de champignons. Puis maintenant, c'est tout ça, le blanc qu'on voit entouré partout, c'est le mycélium, la racine des champignons qui s'est déployée à même la nourriture. Donc, le marc de café, les feuilles de thé, des choses comme ça. Merci beaucoup. Puis juste pour montrer rapidement, ça, c'est un bloc de culture qui, à sa surface, en réaction avec l'oxygène, puis une série de stimuli environnementaux, le bloc de mycélium s'est mis à former des champignons. Je ne sais pas si on les voit bien, on appelle des sporophores. Puis là, présentement, ils ont l'air de rien comme ça, mais ils vont se déployer. Je peux vous montrer. Moi, c'est un de mes champignons préférés. Puis, quand on le trouve en forêt, excuse pour le son, le même petit bloc de culture que je vous ai montré, la même racine va permettre de faire des champignons de ces dimensions-là. Vous voyez? Avec une petite et voilà. Donc, on voit ici un cycle de vie, comme je vous dis, un cycle de vie là, résumé rapidement pour le règne fongique. Donc, je n'ai pas de pointeur, là, fait que je vais référer, là, mais je sais que
c'est pas un défi générationnel pour vous. Les plus jeunes, quand je leur dis à 12 heures, à 7 heures, des fois, ils comprennent pas de quoi on parle. Mais rapidement, ici, je m'excuse, hein, c'est ça. On retrouve un cycle de vie du règne fongique. En premier lieu, quand on parle de champignons, hein, on réfère à un règne fongique qui n'est pas ni animal ni végétal. Hein, parmi les 7 grands règnes du vivant, les champignons, donc les fonges, ont un règne qui leur est propre. Quand on fait des comparaisons en termes de comportement, c'est un règne qui est plus proche des animaux que des végétaux parce que, tout comme nous, il va inspirer de l'oxygène puis expirer du dioxyde de carbone. C'est un organisme qui est capable de couvrir des très grandes distances, de se déplacer, et qui a une capacité à influencer son environnement de manière assez significative. Tout à l'heure, en préparation pour l'atelier, je suis très content parce que j'ai retrouvé un article, je pourrais vous envoyer le lien, là, mais qui réfère à le plus gros organisme qui est sur la Terre présentement, qui est aussi un des plus anciens. C'est un champignon qui a 2500 ans. En fait, j'ai dit champignon, là, je m'excuse pour le défi pour l'interprète, mais dans le fond, je parle d'un fonge, donc un organisme fongique qui produit des champignons comme sa stratégie de reproduction. Mais cet organisme-là, en fait, ça fait 2500 ans qu'il est vivant sur la Terre, puis il couvre une superficie d'environ 38 à 40 hectares. Fait que c'est pas mal plus gros qu'une grosse baleine. Puis, dans le fond, le règne fongique, comme je dis, c'est un règne très particulier qui est très méconnu parce que pendant longtemps, en fait, c'est un règne qui travaille en souterrain. Hein, on ne l'observe pas souvent. C'est pour ça qu'à 12 heures, sur le graphique qu'on voit, on voit un champignon parce que c'est ce qu'on reconnaît le plus fréquemment là, comme manifestation de ce règne-là. Mais les champignons sont seulement une stratégie de reproduction d'un organisme fongique qui travaille, comme je vous dis, soit dans le sol ou à l'intérieur de matières, là, comme des bio de bois, des choses comme ça, des matières qui peuvent être inertes. Donc, pendant longtemps, c'était un règne qui venait un peu déranger hein, la volonté de contrôle des humains parce qu'il y avait une apparition puis une disparition qu'on ne pouvait pas s'expliquer. Donc, moi, j'ai des outils d'anthropologue. On sait qu'en anthropologie, c'était un des premiers qu'on appelait fils de Dieu sur Terre parce qu'en fait, les champignons apparaissaient de manière, on disait, spontanée après des moments là, qu'on rattachait à des affects divins comme les tempêtes, les fortes pluies, le tonnerre, des choses comme ça. Puis après ces moments-là, on retrouvait beaucoup de champignons. On disait c'est comme un fruit sans arbre. Puis pour garder un peu cette analogie-là, le champignon peut être considéré comme le fruit de l'organisme fongique. Puis, on voit, hein, on a un beau chapeau coloré. Puis, sous le chapeau, on va retrouver ici, on voit des lamelles. On peut retrouver aussi des pores. Puis, dans le fond, la stratégie de reproduction de ces organismes-là, c'est de faire croître un corps comme ça, qu'on appelle un corps sporifère, puis qui va déployer des spores. Il va les propulser à des vitesses assez fulgurantes. Donc, on sait qu'à certains moments de l'année, dans certains territoires, quand beaucoup de champignons sporulent en même temps, libèrent leurs spores, il va avoir une influence même sur la force puis le cours des vents, parce qu'on a une quantité incroyable de matière qui est propulsée avec une grande force. Ceci dit, il y a ces spores-là qui sont propulsés très fortement, donc on peut mesurer là, à certains moments l'impact des sporulations. Si on voit des films qui se passent dans l'eau, hein, on a souvent des particules en suspens. Si on voyait les spores, on pourrait constater qu'il y a constamment des spores en suspens autour de nous. Puis, ces spores-là vont chercher une niche environnementale dans laquelle germer. Fait que dans le fond, si le champignon est comme le fruit d'un fonge, d'un organisme fongique, le spore serait comme sa semence ou sa graine. Ce qui est la particularité de ces semences-là, qui est très intéressante, c'est que les spores ont une capacité de survie hors du commun. Donc, on a des sports qui peuvent, je pense qu'ils ont fait des blagues avec la reine d'Angleterre, là, parce que tout le monde fait des blagues maintenant sur son âge avancé. J'ai appris cette fin de semaine qu'elle est plus vieille que le pain tranché. Là. Je trouve ça impressionnant, mais ils ont fait des blagues où ils ont sorti des sports qui avaient été collectés avant qu'elle naisse dans le fongarium, le Royal Botanique. Puis, encore en date d'aujourd'hui, ils arrivaient à faire germer ces sports-là.
parce qu'ils résistent à la déshydratation, ils résistent au gel. Ils peuvent aussi résister à des températures extrêmes, donc des grandes chaleurs, mais aussi des grandes froideurs. Et donc, à 0 degré Kelvin, à moins 247 degrés Celsius, les spores vont quand même résister. Ça, moi, ça me fait très plaisir parce que on sait que ça veut dire que les spores peuvent voyager en comète d'une planète à l'autre puis transmettre un peu de leur génétique cosmique. Mais ça, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est un autre élément fascinant. Peut-être juste un petit aparté parce que finalement, on sait que le règne fongique, c'est le premier règne qui est venu sur la terre ferme, la terre sur laquelle on marche. Quand la vie est sortie de l'eau pour venir sur le sol, le sol était très rocailleux, c'est un peu comme une surface lunaire. Puis, il y a eu une alliance entre les algues puis le règne fongique pour former le lichen. Puis, le lichen s'est déployé comme on dit, un terraformateur un peu, mais c'est lui qui a commencé à manger la roche, puis on extraire le phosphore, la rendre assez poreuse pour que des bactéries puissent lentement migrer, atterrir, puis lentement s'installer sur la Terre. Donc, il y a pendant une longue période, une terre qui est dominée, une terre ferme, qui est dans le fond le terrain de jeu des organismes fongiques. Je vais vous montrer une petite photo parce que moi, ça me fait tout le temps plaisir. Puis dans le fond, c'est ça, on sait qu'au Québec, on a certains spécimens qui ont été gardés, peut-être les mieux gardés là, de l'Amérique du Nord, où en fait, avec le déploiement du règne fongique, avant que d'autres formes de vie puissent se déployer par leurs consoeurs, la Terre était, comme on dit, dominée d'organismes fongiques. Donc, il y a une époque, j'ai trouvé l'image, où on avait ici des fonges qui formaient des champignons qui pouvaient aller jusqu'à des hauteurs de 10 à 20 mètres. Donc, ici, évidemment, ce n'est pas une photo, mais c'est une reproduction là, de cette période-là très lointaine. Puis, comme je vous disais, au Québec, en Gaspésie, on a encore certains fossiles de ces champignons-là. Vous voyez? Donc, moi, ça me fait plaisir pour plein de raisons, mais c'est pour dire que c'est ça. Il y a eu une époque où le règne fongique était à la grandeur de la terre ferme. Il est encore là aujourd'hui, mais en fait, il dominait cet espace-là. Je ne sais pas la traduction exacte en français. En anglais, on dit des humble down. Ils sont retournés à l'humus ou au sol. Ils ont arrêté, là, puis dans le fond, ils ont laissé la place au déploiement des végétaux, puis des animaux. Donc, biologiquement parlant, nous, notre plus vieil ancêtre qui est venu sur la terre ferme, c'est un champignon, c'est un organisme fongique. Puis ça, c'est intéressant à deux niveaux parce que cet organisme-là, finalement, sert de lien ou de connexion entre les organismes vivants, mais aussi des assembleurs des organismes inertes ou décédés. Je vais vous envoyer un lien aussi vers un documentaire qui a été produit cette année là, avec David Suzuki, où on parle entre autres de la théorie de l'évolution des champignons sur la Terre en relation aux grandes phases d'extinction. C'est-à-dire, il y a eu 6 grands moments d'extinction massive sur la Terre, puis à chacun de ces grands dérèglements-là, le règne fongique était au premier rang. Puis en fait, les organismes qui arrivaient à travailler avec le règne fongique ont beaucoup mieux survécu ou traversé ces crises-là. Puis entre autres, les champignons que nous, on utilise au jardin sont apparus, là, selon ces théories-là, autour de la 3e grande extinction où les arbres s'étaient déployés, mais il n'y avait encore aucune contre-mesure pour les dégrader puis les ramener au sol lorsqu'ils étaient décédés. Puis à ce moment-là, certains champignons se sont spécialisés pour aller dégrader la matière inerte. On les appelle les champignons saprophytes ou saprophytiques, qui peuvent simplement dégrader des matières, des chaînes de carbone comme ça. Puis nous, c'est beaucoup avec ces champignons-là qu'on travaille parce que c'est un peu comme les vidangeurs là, des matières qui sont en surface. Donc, je vais revenir à notre petit graphique. Je vais essayer de prendre le rythme parce qu'on le temps file. Mais c'est important pour moi là, pour mettre la base un peu sur ce qu'on va discuter par la suite. Donc, je retrouve mon petit graphique ici. Oui, à 12 heures, on a un champignon qui produit des spores, comme on voit là, puis vers 3 heures, ces spores-là, lorsqu'ils germent, ils vont germer dans une niche environnementale. Puis cette niche-là, ce qu'elle demande principalement, c'est un espace qui a une humidité au moins à 30-40%. Puis si on pense à maintenir cette humidité-là, bien évidemment, si on a une forte exposition à la lumière, ça va être beaucoup plus difficile s'il y a beaucoup de vent, tout ça. C'est pour ça qu'on peut penser à l'environnement naturel des fonges à travers, en voyant un peu, en imaginant une forêt.
hein, ou des endroits avec des petits recoins, puis des creux à l'intérieur des arbres, tout ça. Puis quand les spores vont germer, dépendamment des variétés là, de fonges, soit qu'un spore va pouvoir se déployer comme un mycélium, on dit aussi un tal, mais dans le fond, comme le bloc que je vous ai montré tout à l'heure, hein, un amas de cultures qui se déploie. Certaines variétés vont avoir besoin d'un seul spore pour pouvoir se reproduire, d'autres vont avoir besoin d'un croisement de 2 spores, puis certains vont avoir une complexité, qu'on appelle ça, en termes là, de partenaires de reproduction. Donc, ils vont avoir, certains champignons produisent des spores qui peuvent avoir 15 sexes ou genres, puis avoir un germination qui demande la présence de 2, 3 ou 5 partenaires, par exemple. Tout ça pour dire que notre champignon produit des spores. Les spores vont se déployer, puis trouver des niches environnementales où ils peuvent germer. Puis de là, ils vont former un mycélium, hein, qui est vraiment la version pérenne de cet organisme-là. Tout à l'heure, je vous disais, l'organisme qui fait 38 hectares, ben, c'est 38 hectares de mycélium, hein, qui se déploie comme ça. On peut le concevoir aussi comme un estomac à l'envers, au sens où nous, on met de la nourriture dans notre estomac, puis dans ces petits réacteurs-là, on a des enzymes, de la chaleur, des éléments qui viennent briser des chaînes complexes pour aller chercher les nutriments, puis nous soutenir. Mais le mycélium, lui, c'est un estomac, mais à l'envers, donc il se déploie. Puis, il se déploie en projetant des enzymes, puis en générant, en essayant de maintenir une humidité qui rend la matière poreuse. Pardon. Puis, dans ce processus-là, tant qu'il y a de la nourriture, tant qu'il est capable d'aller chercher des chaînes de carbone avec ses enzymes, tout ça, bien, il va continuer à se déployer. Puis, dans le fond, tant qu'il y a une colonisation qui est encore possible, c'est là où il va mettre ses ressources ou ses énergies. Dans un contexte de jardin, on va voir plus tard, mais si on introduit une culture, on va l'introduire avec de la nourriture. Puis, tant que cette nourriture-là est disponible, le mycélium va prendre de l'expansion puis s'installer. Puis, dans le fond, comme on disait au début de ce graphique-là, le champignon, le fruit, c'est vraiment une stratégie de reproduction de l'organisme. Donc, il va entamer cette fructification-là, soit lorsque, on dit, le substrat est entièrement colonisé, donc lorsque la source de nourriture a atteint ses limites, qu'il n'y a plus de nouvelles conquêtes possibles, ou lorsqu'il y a des fluctuations de l'environnement, soit par la chaleur ou par l'humidité, qui font en sorte que le mycélium craint pour sa capacité à pouvoir continuer son expansion. Puis à ce moment-là, il va entrer sur une stratégie de fructification pour produire des spores qui peuvent se mettre à voyager puis à circuler. Donc, c'est ça. C'est vraiment une entrée en matière, comme je vous dis, très, très sommaire, mais pour montrer un peu comment fonctionne la reproduction des champignons, mais aussi comment ces champignons-là s'inscrivent dans une série de relations avec l'environnement. Puis après, c'est ça, il y a des classifications des champignons qui sont, dans le fond, à travers leur capacité ou non, hein, excuse-moi, une classification des fonges, donc des organismes fongiques, qui est en premier lieu sur leur capacité ou non à faire des champignons. Parce que quand on parle de moisissure, je pense qu'on l'a ici, on a juste une petite liste, mais dans le fond, on a ça va être notre dernière fiche avant la période des questions. Mais dans le fond, la classification pratique des organismes fongiques est la première séparation. En latin, on dit fungi imperfecti ou fungi perfecti. En français, on va parler du règne fongique inférieur puis supérieur. Puis cette distinction-là, elle est principalement sur la capacité des fonges à produire des champignons. Donc, quand on parle de lichen, de levure ou de moisissure, on les appelle des fungi imperfecti ou des fonges inférieures parce qu'ils n'ont pas besoin de champignons pour sporuler. Et puis encore là, c'est une classification anthropocentrique où nous, on a découvert le fonge par les champignons, mais en termes d'évolution, c'est peut-être plus intéressant pour ces organismes-là. Moi, je ne les considère pas comme imparfaits ou inférieurs parce qu'en fait, ils sont capables de sporuler à même le mycélium. Donc, c'est comme si un arbre pouvait produire des graines directement à partir de son tronc sans devoir faire de fruits constamment. Donc, c'est sûr qu'ils ont une capacité de reproduction puis de déploiement qui est beaucoup plus notoire que les fonges qu'on appelle parfaits
ou supérieur. Mais hein, nous, les humains, on travaille avec ce qui nous sert souvent. Puis donc, même si dans les fonges imparfaits, hein, avec les levures, par exemple, on va faire des pains, des pâtisseries, de l'alcool, des fermentations, même si avec la moisissure, on a développé des médicaments, entre autres comme la pénicilline ou aujourd'hui notre vitamine C, elle est principalement produite avec des moisissures, la vitamine C d'industrie. Ben, on les appelle quand même imparfaits parce qu'ils ne forment pas ce fruit-là remarquable. Puis ensuite, pour les fungi perfecti ou les règnes fongiques supérieurs, la liste est à l'envers, je suis désolé, mais au bas, si on parle des endo puis des ectomycorhizes parce que les mycorhizes, on en retrouve au jardin. Souvent, on en retrouve beaucoup en forêt aussi. Puis, c'est peut-être une des formes les plus anciennes là, de fonges qui a appris à cohabiter avec les végétaux. Donc, à droite, en bas, là, à 4 heures, on retrouve là, une affiche hein, d'un symposium sur les mycorhizes. Puis, on voit un petit arbre. On peut reconnaître ses racines qui sont peut-être là, en profondeur, la même longueur que l'arbuste. On voit, ils sont plus épaisses, mais tout le liant blanc qui ramifie le sol, tout ça, c'est un mycélium de mycorhizes. Mycorhize, hein, myco comme champignon en grec, puis rhize comme racine. Puis c'est la relation symbiotique ou mutualiste là, la plus intime qu'on connaisse, où en fait les racines de plantes ou d'arbres vont accueillir les organismes fongiques autour de leurs racines, dans leurs racines, puis à certains moments jusqu'à l'intérieur des cellules même de leurs racines, pour maximiser un échange de nutriments. Donc, on ne pourra pas en parler énormément, mais c'est fascinant parce que c'est un peu ça quand on parle de l'Internet de la nature ou d'un banquier de la nature, au sens où les mycorhizes sont présentes dans tous les sols vivants qui sont en santé, puis ils connectent l'ensemble des organismes vivants entre eux. Donc, ils peuvent servir à des échanges de ressources, hein, de nutriments, mais aussi à des échanges d'informations, de stratégies immunitaires. Quand on parle, on trouve de plus en plus d'articles sur ces notions-là, des arbres qui se parlent entre eux, mais ils vont parler à travers le réseau de mycélium, de mycorhizes. Et donc, les organismes, les mycorhizes qui parviennent à habiter jusqu'à l'intérieur des racines des arbres ou des plantes sont des endomycorhizes, puis cette famille-là de fonges ne produira jamais de champignons. Donc, c'est ce qu'on achète au centre jardin comme des mailles ou des mycorhizes de jardinage. Ils nous les vendent parce que, au lieu de nous vendre des mycorhizes qui produisent des champignons, les endomycorhizes vont connecter avec plus de variétés de végétaux, mais aussi ils ne vont pas stresser des gens qui ont encore peut-être peur des champignons, malheureusement. Puis, ça, c'est peut-être la frontière de notre classification. Puis, de l'autre côté, on a les ectomycorhizes qui ne pourront pas entrer jusque dans la cellule des plantes, mais qui vont enrober les racines, puis faire un échange encore là de ressources super précieuses. Ils vont garder leur capacité à communiquer l'information, tout ça, mais c'est un peu comme un voisin de proximité plus qu'un colocataire, mettons. Et dans cette idée-là, les ectomycorhizes vont produire des champignons qu'on connaît bien, comme les chanterelles, comme les morilles, les amanites. Beaucoup de champignons de bois qu'on retrouve au sol, hein, qui ne poussent pas sur les troncs ou sur les branches, mais directement du sol. En fait, c'est parce qu'ils sont connectés par le dessus. Donc là, ça, c'est des champignons plus compliqués à cultiver, mais les deux familles qui nous restent, les saprophytes, dont on a parlé un peu tout à l'heure, puis les décomposeurs secondaires, eux, ont la capacité de se nourrir entièrement de matière inerte. Donc, au jardin, on peut prendre toutes les tiges, les branches, les feuilles. Ils se nourrissent de chaînes de carbone. Donc, on peut prendre tout ce qui irait au compost comme un brun, une matière carbonée, puis la donner en nourriture aux champignons. Puis, la distinction principale entre ces deux familles-là, les saprophytes et les décomposeurs secondaires, c'est simplement que les décomposeurs secondaires vont avoir un mycélium qui se déplace sur de la matière inerte à la même manière que les saprophytes, mais ils vont avoir besoin d'un conflit ou d'une interaction avec des bactéries du sol pour former des champignons. Donc, à ce moment-là, c'est plus difficile à cultiver à l'intérieur ou dans un milieu contrôlé, mais ça fonctionne super bien au jardin parce qu'on a déjà un sol qui est vivant et qui est riche en bactéries.
Comme je disais, juste on va prendre un moment de questions, mais juste pour amener un peu sur la section suivante. Dans ces notions-là, on disait hein, les champignons qu'on veut cultiver, nous, aujourd'hui, dans un contexte potager, ça va être nos saprophytes, nos décomposeurs secondaires, puis on peut les nourrir de tout ce qui est riche en carbone. Donc, traditionnellement, on peut penser à la forêt, donc les tiges, les branches, les feuilles mortes, qui sont des super bonnes sources de nourriture, ou tous les dérivés, hein, la sciure de bois, les copeaux, tout ça. On va essayer de favoriser des feuillus parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à cultiver, tandis que les bois résineux ou de conifères vont avoir certaines propriétés antifongiques qui vont rendre le travail plus complexe. Donc, on peut penser à tout ce qui va au compost comme un brun. Hein, ce qui est à l'extérieur, souvent, on le connaît mieux, mais à l'intérieur, on peut travailler avec le marc de café, avec les feuilles de thé, avec toutes les graines, par exemple, les graines d'olive, les, les graines de date, tous ces éléments-là qui sont assez solides, hein, qui peuvent prendre un certain temps à composter, qui vont faire de la bonne nourriture. Encore là, on parlait des pâtes et papiers. Donc, on peut utiliser le papier, le carton, puis aussi les vêtements qui sont faits de coton ou qui ne sont pas faits de dérivés pétroliers dans un cycle de revalorisation. Une fois si les vêtements sont brisés, qu'on fait des chiffons, puis que les chiffons deviennent un peu maganés, on peut les donner à manger aux champignons. Si jamais vous faites le ménage d'une vieille bibliothèque avec des livres brisés, puis des choses qui, souvent, c'est plus comme on ne va pas sacrifier des objets utiles pour les donner aux champignons, mais quand on pense que ça peut aller au bac de récupération, si c'est carboné, on peut s'en servir pour nourrir les champignons. Puis c'est pratique parce que ça produit de la nourriture, ça nous fait un enrichissement de sol super intéressant, mais aussi en termes environnementaux, ça nous permet de court-circuiter un peu le circuit, là, comme on appelle ça, de trafic des ressources, au sens où c'est bien beau, mettons mes feuilles mortes, si je les mets au chemin, bien, il y a des gens, des camions qui se promènent avec des humains qui travaillent pour les mettre dans les camions, ils vont les vider dans un centre, puis ça prend beaucoup de ressources, puis souvent, c'est pas aussi efficace que si on les met dans le sol pour les utiliser comme ressources au potager. Donc, fait que ça fait un peu le tour, comme je disais, vraiment une petite intro, mais juste sur la notion de comment ça fonctionne un champignon, là, le règne fongique, si vous voulez, puis un tout petit survol de à quoi ça peut servir en termes des services écosystémiques, comment ça s'inscrit dans l'environnement. On disait, je ne sais pas si vous voulez, s'il y a des questions, si vous voulez qu'on arrête l'enregistrement pour répondre à ces questions-là un peu, puis on peut s'aller. Par la suite, là, c'était un peu le quoi, hein, qu'est-ce que c'est un champignon. Puis les deux éléments qui nous restent, c'est pourquoi travailler avec les champignons, puis ensuite comment. Mais comme je dis, si vous avez des curiosités, des questions, si vous voulez qu'on clarifie certains éléments, on pourrait prendre le moment maintenant. Je voulais vous montrer là, pour genre des scénarios là, où on avait implanté des pleurotes au jardin pour montrer qu'on peut, en bas à gauche, les cultiver en plein sol avec des zucchinis. Puis à droite, on les retrouve dans un pot en fibre géotextile, par exemple. Puis ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit les champignons sortir sur le dessus, mais ils vont aussi sortir sur le côté. Puis ils auraient pu sortir n'importe où, puis on choisit d'aller sur le côté qui était le moins éclairé, qui avait le moins de luminosité directe, comme on disait tout à l'heure, parce que la niche environnementale des fonges, c'est des endroits où il y a une humidité à au moins 30 ou 40 %. Mais quand ces fonges-là vont produire des champignons, les champignons, eux, vont avoir une humidité dans leurs fruits, dans leur corps, entre 80 et 90 %. Donc, plus le milieu est chaud, sec, éclairé, plus c'est difficile pour les champignons de croître et de garder leur intégrité physique. Puis souvent, on voit, c'est ça, au jardin ou dans des situations à l'extérieur où on leur donne un peu de liberté. Ils vont nous montrer les endroits du jardin qui sont les moins éclairés parce que c'est vraiment là où ils vont se fructifier massivement. Comme je dis, le moins éclairé ou le plus humide. Fait que des fois, si on a des dispositions champignons puis qu'on a des fuites d'eau dans les arrosoirs, des choses comme ça, on va voir beaucoup de mycélium s'installer là, puis de là, pouvoir distribuer un peu l'humidité. Fait qu'on va repartir. C'est ça, nous, ce qu'on préconise à Champignons Maison comme une offre de service, dans le fond, c'est
puis je le fais humblement parce que je pense que c'est la manière la plus simple de commencer, c'est comme je disais tout à l'heure, on commercialise des blocs de culture comme ça qui peuvent être ouverts pour fructifier des champignons directement à partir du bloc, comme on voit la photo à droite, hein, où le sac a été ouvert, puis les champignons sortent, où en bas, on voit à droite, ce sont des pleurotes, en bas, ce sont des shiitakes qui sortent directement des blocs. Puis l'intérêt, encore là, c'est qu'on peut produire des champignons à même ces blocs-là, ou on peut les utiliser comme une semence. Donc, on peut briser le substrat puis le reproduire avec les matières résiduelles dont on a parlé tout à l'heure. On pourrait les lister de nouveau. Puis, évidemment, ils peuvent faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un bloc pour le faire produire des champignons à l'intérieur ou en extérieur. Puis, on va avoir un cycle de récolte aux 2 semaines pendant 2 mois. Puis, à la fin de ce processus-là, la culture est toujours vivante. Elle est encore mieux informée immunitairement parce qu'elle a survécu dans un environnement là, nouveau pendant 2 mois. Comme le substrat est devenu plus pauvre, la culture a développé encore plus d'enzymes puis d'appétit pour aller chercher la nourriture. Puis à ce moment-là, on peut la briser puis la reproduire dans nos matières résiduelles. Encore l'idée là, de l'estomac à l'envers. Je vais aller vers le jardin, mais juste pour montrer, même dans un contexte domestique, comme je dis, on n'est pas obligé de faire fructifier les blocs. Là, on pourrait s'approvisionner en culture puis tout de suite la reproduire. Mais dans un scénario là, économe, on va prendre un bloc comme ça, le faire fructifier pendant 2 mois. Puis quand il commence à produire un peu moins ou qu'il est fatigué, un exemple que moi je trouve super intéressant, c'est par exemple avec les pleurotes. On peut simplement briser le bloc. Hein, comme il se propage par contact, on va essayer de le briser le plus finement possible. Puis si on le dépose au fond d'une chaudière, qui n'a pas de fuite, une chaudière imperméable, on peut la mettre à côté de notre machine à café, puis déposer le marc de café, hein, c'est suite à la production de café, déposer les feuilles de thé, les vieux tissus. On peut la nourrir lentement. Puis tant qu'on va déposer des matières résiduelles carbonées sur la culture de champignons, sur le mycélium va les dégrader, les intégrer, hein, les manger. Puis tant qu'on le nourrit, ça va grandir. Puis une fois qu'on a une chaudière qui est pleine, si on arrête de nourrir, bien, comme on disait tout à l'heure, le mycélium arrive à son... Il se rend bien compte que la croissance elle sera plus possible par le substrat, hein, que le substrat a été colonisé. Et à ce moment-là, ils vont entamer un cycle de reproduction des champignons, un cycle de production, pardon, des champignons qui va durer encore 2 ou 3 mois. Et à chaque fois qu'on va reproduire le mycélium, on peut multiplier par 5 fois sa masse. C'est-à-dire qu'on a un bloc de culture de 1 ou 2 kilos, on pourrait le mettre dans 5 à 10 kilos. Fait que sur 1 kilo, on pourrait le mettre dans 5 kilos de substrat d'un coup, puis il serait capable de se déployer en environ 2 semaines. Mais dans le scénario que je vous donnais, je donne un exemple avec le marc de café, mais ça pourrait être au jardin où on pourrait avoir une chaudière qu'on laisse à l'ombre avec du mycélium au fond, puis dans laquelle on dépose les feuilles mortes, les tiges, les branches. Puis dans cette idée-là, comme on le nourrit constamment, il n'y a pas de, comment je dirais ça, c'est une progression lente des substrats. C'est-à-dire que le mycélium, lui, il intègre, c'est toujours comment je dirais, l'ajout en substrat est jamais hyper significatif. Hein, c'est peut-être 5 de sa masse, 10 fait qu'à chaque jour, lui, il peut grandir puis se nourrir. Fait que je voulais juste donner un exemple comme ça. Je pense que j'ai c'est mon petit dessin ici. Je sais qu'il est un peu chargé, mais si on parle du centre ici, là, je m'excuse, c'est en anglais, mais l'endroit qui dit inoculation of spawn, fait que le petit pot maçon qu'on retrouve au centre de l'image, ça, c'est on peut le concevoir comme la culture, soit qu'on l'achète ou qu'on la ramène de la forêt. Puis à partir de ce moment-là, la même culture, par exemple, de pleurote, pourrait être utilisée directement pour fructifier si on la mettait dans une planche, mais on pourrait l'intégrer, par exemple, à des billots de bois comme une source de nourriture. On pourrait l'intégrer à des troncs d'arbres ou des billots encore là, morts ou mourants. On peut la mélanger avec davantage de substrat, comme on disait, hein, rajouter 4 ou 5 fois sa masse, puis la mettre dans des contenants de culture ou utiliser le sol comme un contenant de culture. Je veux juste être sûr qu'on est du bon bord, oui. Puis comme je vous disais, pour les gens d'entre vous qui veulent toutes les données, juste parce que je ne veux pas rendre ça trop pesant, vous pouvez m'écrire. On a une série de paramètres là, de culture par espèce
pour stimuler la fructification, tout ça. Mais d'expérience, je vous dirais que ça s'applique beaucoup aux cultures d'intérieur. Puis dans le fond, au jardin, ça fonctionne assez bien. Finalement, la plupart des paramètres sont gérés naturellement. Mais si vous avez des curiosités, vous pourrez m'écrire puis je vous donnerai plus de détails. Ici, je voulais m'attarder encore sur la notion du substrat. Tout à l'heure, on disait que le mycélium se déploie sur un substrat qui est principalement fait de carbone, donc le brun du compost. On peut rajouter un peu d'azote, quelques pourcents, c'est-à-dire à 2-3 % d'azote, ça peut stimuler la fructification, mais plus que ça va devenir un peu problématique ça va inviter aussi les bactéries, puis ça va devenir un peu plus compliqué. Ça, le café, il va avoir 6 % d'azote. Fait que souvent, on va le combiner avec d'autres choses. Je ne sais pas si on voit très bien, si c'est assez lumineux, mais à gauche, ici, ce qu'on voit, c'est l'exemple dont je vous parlais d'une chaudière dans laquelle on dépose du café. Puis, le café, il y a des petits picots verts sur la surface. Ça, c'est une moisissure. Mais comme il fait froid la nuit puis que c'est un espace aéré, la moisissure, elle perd sa capacité à coloniser le substrat. Puis, on voit le mycélium, c'est tout le blanc qui est ici, qui est en train de grimper sur cette surface-là de café, puis de le coloniser entièrement. Ça, c'est une photo de proche. Puis à droite, on voit ici le gros bac de plastique qui dit feta. Puis c'est la même chose, c'est ce bac-là qui a été rempli de café et de mycélium. Puis sur le dessus, on retrouve des pleurotes qui sortent comme ça. J'ai comparé avec un petit pot à fleurs. Mais bon, fait que la constitution du substrat, comme je disais, c'est tout ce qui est carboné, le brun du compost. Donc, on a les tiges, les branches, les feuilles mortes, le morc de café, les feuilles de thé, les noyaux qu'on peut retrouver à l'intérieur d'aliments, les vêtements. Puis encore là, moi, je vous dis tout ça, pas pour faire une longue liste d'épiceries, mais pour ouvrir un peu un horizon de ce qu'on sait qui est possible. Puis, en fait, tous les mycologues honnêtes vont vous dire qu'on sait aussi qu'on ne sait vraiment pas tout, hein, puis que dans le fond, il reste un grand univers à découvrir. Et qu'en partant de ces règles-là, c'est un peu pour un espèce de stimuli de dire, bien, s'il y a d'autres déchets résiduels chez vous qui vous semblent, tu sais, des fois, un indice, c'est si on veut savoir s'ils sont riches en azote, c'est à voir s'ils vont pourrir d'eux-mêmes. Hein, fait que si je laisse une tomate ou si je laisse un fruit sur mon comptoir, après un certain temps, il va héberger des moisissures. Ça veut dire qu'il y a un taux d'azote qui est peut-être trop élevé. Mais tout ce qui s'assèche sans moisir, qui a l'air pas trop, c'est ça, qui est un déchet résiduel, il y a moyen d'essayer de voir s'il peut nourrir le mycélium. Fait que là, je vous raconte tout ça. Pourquoi? Ben, parce que c'est ça, il y a encore plein d'initiatives super intéressantes. Puis peut-être le dernier détail, c'est de dire, quand on parle du bois, comme on a mentionné précédemment, on va prioriser les feuillus. Puis on peut réfléchir à ça un peu comme quand on veut faire un feu. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les feuillus plutôt que les résineux, parce que les résineux ont des propriétés antifongiques qui causent problème. Mais les feuillus, encore là, ont un vaste éventail de densité. Souvent, c'est la manière dont on a classé les arbres à travers leur degré de noblesse, si vous voulez. Fait qu'on peut travailler avec des bois qui sont moins nobles, comme le bouleau, le peuplier, par exemple. Puis, comme dans un feu, comme ils sont moins denses, le mycélium va s'y propager plus rapidement, mais il va héberger une culture de champignons moins longtemps. Hein, c'est un peu de la nourriture plus facile, donc elle va se dégrader plus vite. Puis, à l'inverse, si on travaille avec des érables, avec du frêne, avec du chêne, des noyers, c'est extrêmement dense. Donc, ça va être un peu plus long avant que le mycélium ait épuisé son substrat ou à coloniser entièrement son substrat, mais en échange, il va produire des champignons beaucoup plus longtemps. Fait à titre de comparaison, si je travaille avec une bûche de bouleau, je ne sais pas s'ils font des copeaux de bouleau, mais si je travaille avec soit une bûche ou des résidus, mettons une bûche, moi, je vais avoir une fructification dans les 3 à 4 premiers mois, mais au bout de 2 ans, la bûche va être complètement désassemblée. Elle va être rendue un peu comme une petite pâte. À l'inverse, si je travaille avec des érables, par exemple, ou du chêne, ça peut prendre 2 ans après la mise en culture, l'inoculation. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans avant que les champignons apparaissent. Mais ils vont produire des champignons à partir de la même bûche pendant 10 à 13 ans. Fait que ça, c'est comme pensez-y bien. Des fois, on peut monter un équilibre un peu à travers tout ça. Mais ça, j'en parle parce qu'il y a toute une pratique là, qui était à travers la culture sur bûche.
Moi, je trouve ça intéressant, mais je trouve ça beaucoup plus fastidieux que de travailler avec les résidus du jardin qui sont abondants, mais aussi qui produisent des champignons rapidement. Tu sais, je trouve ça le fun comme gestion de nos déchets de jardin. Mais tout ceci étant dit, ici, dans la fiche, on voit une recette très sommaire, hein, qui est dans le fond juste une notion, finalement. Au bas, on retrouve la notion d'inoculation, hein, comme je disais, à partir d'une culture, on peut la reproduire dans jusqu'à 4 ou 5 fois sa masse. Donc, on doit avoir une certaine présence de mycélium, au moins 20 de mycélium, mais ça pourrait être 50 ça pourrait être 75 puis ça serait juste toujours plus facile puis plus rapide à cultiver. Donc, comme dans l'exemple de ma chaudière, hein, où si j'ai 1 kilo de mycélium puis je mets un marc de café de 100 grammes, il n'y aura aucun problème. À l'inverse, si j'ai 100 grammes de mycélium et que je le mets dans 10 kilos de café, ça risque de ne pas coloniser efficacement. Ça va être trop peu d'inoculation. Puis, au-dessus, il y a un ratio entre des matières fines et grossières. Ça peut aller des deux côtés. Moi, je préconise des matières fines, comme dans l'exemple du feu, hein, où ça va commencer à coloniser plus rapidement, offrir des résultats plus vite. Matières fines, souvent, moi, je pense à de la sciure de bois, je pense à du marc de café ou à des feuilles mortes, parce que les feuilles mortes, dès qu'elles sont mouillées, elles se réduisent comme une petite pâte un peu. Puis c'est simplement pour dire ces matières fines-là, si on commence avec ça, on va essayer d'intégrer environ 1/3 de matière plus grossière, c'est-à-dire de peut-être 1 ou 2 phalanges hein, de volume, juste parce que si on travaille avec juste des matières très fines, pardon, il y a la possibilité que ça ne respire pas très bien. Désolé. Donc, l'air a de la misère à se rendre jusqu'au centre là, du mycélium, du substrat. À l'inverse, si on travaille avec des matières grossières comme des branches mortes, des tiges, tout ça, on va essayer de les briser le plus possible dans un contexte là, réaliste, au sens où c'est ça, le mycélium se propage par contact, donc on cherche à maximiser les points de contact, mais on ne peut pas non plus dédier sa vie là, au perfectionnement d'un substrat. Donc, si on a des branches mortes, on peut les casser avec les mains. Si on a un appareil, on peut les couper. Mais il ne faut pas s'empêcher de cultiver des champignons juste parce qu'on pense que le substrat n'est pas idéal. Mais si on travaille avec des matières grossières, on va essayer de les combiner avec des matières fines pour qu'ils puissent faire une espèce de pâte. Hein. L'idée, c'est comme on disait, comme ça se propage par contact, la culture de champignons, il faut que le substrat devienne une pâte là, ou un ensemble uni. Sinon, le mycélium va avoir beaucoup de difficultés à se déployer comme il faut. Et ça, c'est un peu pour la formulation du substrat. Puis ensuite, pour le traitement, si vous voulez, il y a ces notions-là qui sont là, mais comme le temps file, moi, je les ai mis de manière un peu théorique parce que dans certains scénarios, ça peut être utile. Moi, honnêtement, dans un contexte de jardin, le seul traitement que je fais, c'est de submerger le substrat dans une eau neutre pendant 30 minutes, simplement de manière à ce que le substrat devienne bien humide. Ensuite, j'enlève l'eau, j'intègre la culture dans le même contenant, puis je vais brasser comme ça pour avoir la culture, la nourriture qui devienne une pâte là, inoculée. Puis ensuite, on peut l'appliquer au scénario qu'on va couvrir, que je vais vous montrer bientôt. Encore là, si vous avez des curiosités, on pourrait communiquer par écrit peut-être, puis là, je pourrais décliner un peu les méthodes, mais je ne voudrais pas prendre 10 minutes à parler de plein de méthodes qui sont peut-être pas super pertinentes. Pas qui ne sont pas pertinentes, mais ils sont peut-être trop hein, pour les besoins. Juste dire, si jamais vous avez un doute sur votre substrat, une manière qui peut être faite dans le même principe dont je vous parlais, qui se retrouve aussi sur un article. Je crois que vous avez déjà le lien, sinon je vous l'enverrai. Sur notre site Internet, on a un article qui s'appelle « Jardiner avec les champignons » où on donne cette recette-là, cette méthode-là de tremper les substrats. Si vous voulez ajouter à votre agir, là, dans ce moment-là, on peut rajouter de la chaux. La règle générale, c'est 1 tasse de chaux pour 100 litres d'eau. Puis la chaux va faire fluctuer le pH puis rincer un peu le substrat avant d'y intégrer les champignons. Si vous avez envie si vous voulez sentir comme que vous en faites plus que moins pour les champignons, ça peut être quelque chose qui se fait bien.
Mais moi, personnellement, je pense que vous avez avantage à introduire moins de substrat, à plus de mycélium, même si ce substrat-là n'est pas traité, parce que l'information qui va s'y trouver va être plus intéressante que de traiter un substrat, mettons, de le stériliser au micro-ondes. C'est ça, parce que je pense qu'on peut laisser les champignons travailler et faire ce qu'il fait bien. Ouais. Fait que ça, c'est le substrat. Puis comme je vous disais, c'est intéressant parce qu'on peut le nourrir de toutes les matières dont je parlais. Et idéalement, on essaie de trouver des matières qui sont, mettons, des résidus abondants dans nos pratiques courantes. C'est-à-dire, on est capable de nourrir les champignons à partir des déchets ou des ressources qu'on mobilise dans notre contexte soit domestique ou de potager. Donc, on essaie d'éviter d'aller acheter des intrants. Mais encore là, si vous en cherchez, on peut s'écrire puis lister des choses qui s'achètent bien. Juste une dernière fois, encore pour le dire comme ça, si vous allez acheter, mais même, c'est ça, si vous allez acheter quelque chose, moi, je conseille du BRF ou des copeaux de bois. Mais encore là, on évite les copeaux de conifères ou de résineux. Donc, on ne peut pas acheter, par exemple, le paillis de cèdre qui a été popularisé principalement parce qu'il y avait des propriétés antifongiques, faisant en sorte qu'il n'allait jamais avoir la petite mousse blanche qui peut rendre certaines personnes nerveuses. Fait que c'est ça. On pourra s'en reparler. Mais comme je disais, pour moi, c'est intéressant de le voir comme une technologie qui nous aide à produire de la nourriture, puis à nourrir aussi le sol. Mais on peut aussi le concevoir de concert comme une technologie de gestion des matières résiduelles. Je pense que je vais vous montrer peut-être trois techniques. Ouais, trois techniques d'implantation des cultures. Puis par la suite, je pourrais décliner certains scénarios, si vous voulez, dans lesquels ça peut être utile. Je pense que ça pourrait nous faire un petit tour de piste, puis ça mettrait la table pour notre discussion de vive voix par la suite. Donc, ça s'en vient. Oui. Oui, donc la première, comme genre, on parle toujours de l'idée que quand on veut cultiver des champignons, on a besoin d'une culture, puis on a besoin d'une nourriture. Cette nourriture-là, c'est les substrats dont on parlait, les chaînes carbonées. Je le répète juste parce que des fois, c'est dommage si on n'a pas compris exactement ça. Des fois, les gens vont prendre un bloc de culture puis simplement l'émietter sur le terrain. Et à ce moment-là, ça devient une super bonne nourriture pour les bactéries, pour les vers de terre. Mais à moins que votre terrain soit une forêt super carbonée avec un sol très humide, c'est à peu près certain que le mycélium va périr ou s'effondrer. Donc, la première des techniques, c'est quand on veut faire une implantation en amendement. Donc, quand on veut mettre notre culture de champignons dans le sol, ça se fait bien au printemps ou à l'automne quand on ouvre le sol. C'est les mêmes images que vous retrouvez sur l'article sur le site Internet de Champignons Maison, là, de Jardiner avec les champignons. Donc, pour faire ça, ça nous prend, c'est ça, on a ici un bac de trempage, le bac bleu. Vous voyez un peu le carton qu'on avait ramassé. Il y avait aussi du marc de café, des feuilles mortes, puis des déchets organiques qu'on retrouvait sur le terrain. Moi, je trouve que ça me donne un bon narratif aussi pour ramasser les feuilles mortes, puis les tiges, tout ça, parce qu'au lieu de juste faire du ménage, ça me permet aussi de me dire que je fais du ménage pour nourrir mes champignons. Puis c'est ça, ici, j'ai mon assistant là, de travail horticole. Puis on a pris ces matières-là, on les a mis à tremper environ 30 minutes. Par la suite, l'eau de lavage, comme ça, de rinçage, est une eau qui est un peu enrichie, donc on peut la donner aux plantes, aux potagers qui sont déjà installés. Puis, par la suite, on intègre le mycélium, les cultures de champignons. On peut les intégrer à même le bac ou les mélanger à même le sol. Ici, on avait mis un carton au fond pour être certain, pour augmenter la rétention d'eau. Le carton, il va durer quelques mois. D'habitude, après 2-3 mois, il en restera plus beaucoup. Fait que pour les gens qui veulent installer quelque chose sur le temps long, ou si vous ne voulez pas réouvrir le sol, si vous faites un contexte plus permacole, on peut mettre aussi un fond d'argile qui va aider à retenir l'humidité ou s'installer dans un endroit argileux. Là. Et comme je disais, ça, c'est comme un peu notre petit testament à l'envers, où on a le carton, le café, les tiges, les branches, les feuilles. Vous voyez tous les blocs qui ressemblent un peu à des pépites blanches qu'on retrouve là. Ça, c'est des blocs de mycélium, comme on voyait tout à l'heure dans la photo proche là, avec le café, tout ça.
Puis, par la suite, on est venu recouvrir la table, hein, le mycélium qu'on avait installé avec un peu de sol. Le sol, bon, d'un côté, ça l'aide à retenir l'humidité de l'organisme. Puis, ça nous permet aussi d'aller planter. Ici, on avait mis des zucchinis. Puis, dans le fond, l'intérêt, c'est que les zucchinis vont développer leurs racines dans le sol. Puis ensuite, ils vont pouvoir aller puiser dans un répertoire de carbone immense. Ce répertoire-là, comme il est vivant, hein, le réacteur à mycélium, comme il est vivant, il dégage une certaine chaleur, il dégage un peu de gaz carbonique aussi qui va être absorbé directement par les plantes qui vont l'intégrer à leur tissu. Donc, on a une fixation du carbone. On a une chaleur qui est abondante. Puis, comme on disait, le mycélium, il s'installe comme un gestionnaire de ressources. Donc, ça va nous permettre d'avoir un sol qui est plus humide sans devenir détrempé. Un sol qui fait circuler comme ça. Puis, c'est ça. Puis, après quelques mois, hein, il va y avoir 2 mois de colonisation environ, peut-être 5 semaines quand ça va très vite. Puis, comme on voit ici en bas de la photo, on va avoir des petites pleurotes qui vont sortir à même le sol. Je pense que j'avais une autre photo plus loin dans notre installation. C'est la même dynamique qu'on a retrouvée, c'est les pleurotes ici avec les zucchinis, ou comme on retrouvait ici, ça, ce sont des strophères rouge vin avec des choux. Et c'est la même chose, on a toute leur nourriture, hein, toute l'installation de cet organisme-là, elle est souterraine, mais quand les conditions sont réunies, il va sortir ses fruits là, de sa fructification comme ça. Fait que ça, c'est comme je disais, quand on travaille en amendement, donc quand on intègre la culture dans le sol, ça fonctionne bien au printemps, ça fonctionne bien à l'automne, parce que des fois, c'est comme à ce temps-ci de l'année, il y a des bonnes chances que notre potager soit déjà installé et on n'ait pas envie nécessairement d'aller ouvrir le sol. Fait qu'une autre technique qu'on peut utiliser, c'est de travailler en paillis. Hein, comme on rajouterait un paillis qui va aider à maintenir l'humidité du sol avec un paillis de surface. Ici, on a un mélange où on a intégré, il y avait un sol où il y avait déjà des semis, puis on a rajouté une couche de paillis, mais ce paillis-là, en fait, souvent, c'est des matières carbonées qu'on met en surface comme ça pour garder l'humidité, fait qu'on les avait couplées avec des cultures de champignons, encore une fois. Donc, on a un sol normal avec une couche de mycélium par-dessus, puis on a rajouté une paille qui sert à garder l'humidité pour le mycélium, mais qui sert aussi de nourriture pour le mycélium. Et encore une fois, à chaque fois qu'on arrose les plantes, on a l'eau qui va amener les nutriments qui ont été rendus accessibles par le mycélium. Hein, à mesure qu'il brise des chaînes de carbone, il libère de la nourriture pour les racines, puis l'eau va l'amener lentement dans le sol. Encore une fois, ça va enrichir le sol, enrichir les cultures. Ça va faire un petit manteau, si vous voulez, un espace qui garde un peu plus de chaleur pour le sol. Puis ce qui est cute, là, comme dans du compagnonnage comme ça, c'est que les champignons vont essayer de sortir, ou ils vont prioriser de sortir à même les tiges des plantes qui vont sortir collées-collées. Fait que ça, c'est un petit setup. Tu sais, j'en ai un autre ici, juste pour vous montrer, où on a fait avec du BRF, donc des copeaux de bois, puis du bois raméal fragmenté. Puis encore là, sur une planche d'ail, on est venu installer des petites buttes de bois qui intégraient du mycélium aussi. Ça, je pourrais revenir sur les moments où c'est le plus opportun. Puis comme je vous dis, si vous voulez faire des tests, moi, je serais super intéressé. Là, je rêve d'organiser ça depuis des années. Mais je pense que ça serait super intéressant de faire des études citoyennes, là, au studio de la science participative sur les comparaisons des effets bénéfiques des champignons au potager, parce qu'il y a un biais où c'est toujours des micro-enthousiastes qui envoient des photos en disant « Wow, une fois que j'ai mis des champignons, j'ai récolté 2 fois plus de stock. » Puis ici, on voit des choux. Celui à droite a été cultivé dans une talle où il y avait du mycélium, celui à gauche, non. Mais c'est ça, je n'ai pas vu d'études à grand déploiement, si vous voulez, sur cette question-là. Puis je pense que ça pourrait être super intéressant là, de réfléchir à ça, peut-être avec les jardins de transition du Québec ou avec Régénération Canada. Mais je pense qu'il y aurait moyen de combiner une série d'acteurs pour encadrer ça. Puis parce que c'est ça, sinon il y a un biais où certains gens vont dire qu'ils vont tripler leur récolte. Mais comme on dit, quand ça sonne trop beau pour être vrai, c'est l'occasion de reproduire l'expérience puis de regarder un peu qu'est-ce
qu'est-ce qui peut se faire. Moi, je sais que, en fait, ma philosophie, c'est que j'observe j'observe une meilleure santé de mes plantes. Je comprends bien l'approche théorique de tout ce que ça amène comme intérêt, le compagnonnage, tout ça. Puis, les jours où je suis plus sceptique, bien, je me dis que dans tous les cas, ça augmente les cultures sur une superficie déjà investie. Hein, c'est-à-dire que sur un espace restreint, bien, on cultive encore quelque chose d'autre. Hein, on augmente la production sur un espace donné. Et peut-être en dernier, peut-être un dernier truc qu'on n'imagine pas avant de cultiver les champignons, c'est que des champignons rustiques, comme les pleurotes ou comme le stropher, ils vont être actifs dans le sol à partir de Pâques jusqu'à Noël, hein, qui sont comme deux fêtes là, qui empruntent beaucoup d'iconographie aux champignons. Puis dans le fond, à partir justement du mois d'avril, on va avoir des champignons qui sortent de notre sol. Fait que ça fait comme une excuse pour commencer à s'occuper du sol. On peut déjà jardiner, même quand il y a encore des périodes de gel ou qu'on a des températures encore très fraîches. Dès que le sol est dégelé en grande partie, les champignons vont recommencer à pousser. Moi, d'habitude, j'ai mes dernières récoltes de pleurotes à la mi-décembre. Il y a déjà eu de la neige a fondu. S'il y a une semaine où il fait chaud, les champignons ressortent. Fait que c'est quelque chose d'assez intéressant pour moi là, à intégrer au jardin. Mais ça, on va y revenir, c'est ça, dans nos scénarios, comme on dit, ouais, les manières d'intégrer. Je voulais montrer peut-être une dernière technique là, qui est comme une innovation. C'est ça, donc moi, je suis assez satisfait. Comme je vous disais, traditionnellement, les gens travaillaient avec des douilles pour intégrer des petites quantités de culture dans des bûches ou dans des rondins ou dans des souches. Puis, traditionnellement, l'activité, c'était d'aller faire des trous à chaque 5 à 10 cm, faire un trou de 4 cm de profond, le tour d'une bûche. Déjà, c'est assez fastidieux. Puis, par la suite, c'était d'intégrer une petite douille, on dit une plug en anglais, mais d'aller mettre une petite douille dans chacun de ces trous-là. Puis ensuite, de venir sceller les trous par de la cire, puis d'attendre 2 ou 3 ans que la colonisation en partant de chacun de ces points d'inoculation-là, que la colonisation que ça soit totale, hein, qu'elle ait englobé l'ensemble de la bûche pour commencer à fructifier. Je ne vous ferai pas la longue histoire, mais on a eu, c'est ça, à travers une série de rencontres, on a développé une technique où c'est beaucoup plus rapide et puis ça nous permet de travailler à partir du mycélium directement. Donc, par exemple, si vous reproduisez du mycélium dans votre cuisine à partir du marc de café, il y a une partie que vous pouvez mettre au jardin avec les techniques que je vous ai montrées précédemment. Puis, il y a une autre partie qui pourrait être mise directement dans des bûches ou dans des souches. Moi, je suis très satisfait de cette technique-là parce qu'elle a quelque chose je trouve qu'elle a une simplicité charmante. Fait que ça, c'est ça un de mes bons amis qui est ici à ouvrir la bûche. Avec une scie à chaîne, on va faire un trou jusqu'au cœur de la bûche. Donc, on va venir l'ouvrir jusqu'au centre, faire une longue ouverture, puis on va simplement gaver là, ou remplir cette ouverture-là de mycélium. Fait qu'ici, c'est un mycélium qui est avec du marc de café qu'on voit, puis on va simplement le remplir comme ça. Donc, ça nous permet de mettre une quantité beaucoup plus importante de mycélium. Donc, ça accélère grandement la colonisation du substrat, qui est ici une bûche. Ça l'aide aussi à garder l'humidité du mycélium parce qu'il est connecté sur son ensemble dès l'inoculation. Puis, c'est ça a des résultats beaucoup plus rapides. Puis, donc, une fois qu'on a rempli de mycélium l'ensemble de la bûche, comme vous voyez ici, on va recouvrir avec une cire. Moi, j'utilisais la cire de soya parce que c'est comme assez abordable. Il y a des gens qui utilisent la cire d'abeille. On essaye simplement d'éviter les cires à base de produits pétrochimiques parce qu'on fait une activité là, à intérêt environnemental, mais aussi parce qu'on produit de la nourriture, donc on veut peut-être se donner une chance. Vous voyez sur la bûche qui est au fond à droite, on va voir l'espèce de la cire qui s'est solidifiée, là, qui est un peu plus blanche comme ça. Souvent, ça prend 2 couches de cire fondue pour faire un bon scellant. Puis dans le fond, ce scellant-là, il va permettre au mycélium de garder son humidité, mais il va aussi le protéger contre les insectes qui viendraient se nourrir, là, parce que ça sent vraiment bon. Le mycélium, fait que ça peut les attirer de très loin. Fait que ça, c'est pas mal. C'est comme 3 techniques, si vous voulez, ou 3 approches là, qui nous permettent
d'implanter la culture de champignons au jardin. Je vais juste voir, je vais me promener d'un écran à l'autre, ça ne sera pas très long. Puis, c'est ça, hein, quand je vous disais tout à l'heure, moi, je suis bien content d'en parler avec vous parce que je pourrais en parler à journée longue, fait que c'est aussi bien avoir des, des gens avec qui en parler. Fait que je m'excuse, hein, c'est souvent comme on finit par tourner un peu rapidement, mais ça, c'est un autre graphique. Je ne sais pas si vous avez déjà la présentation avec vous, sinon on peut la partager, mais c'est un graphique qui vient de Paul Stamets, encore juste pour montrer l'ensemble des circuits par lesquels on peut faire voyager les champignons. Ben peut-être, oui, on pourrait partir de ça, puis en aller pour terminer avec les scénarios de culture et les champignons auxquels ça s'applique. Mais rapidement, ici, ce qu'on voit, c'est ça, c'est une espèce de disposition idyllique, là, permacole, où on a une champignonnière qui est en haut à droite, peut-être si on part du centre, là, qui est vers 2 heures. Puis on a ici, enfin, un espace de culture. Un peu plus bas, vers 4 heures, on retrouve une autre serre, par exemple, pour des bio. L'intérêt, c'est de montrer que suite à une production de champignons, là, que nous, on peut concevoir à partir d'un bloc, il y a une partie à gauche, là, comme à 7 heures environ, qui est un potager où on va retrouver des champignons. Mais juste au-dessus de ça, on voit un endroit par où le cours d'eau passe, où il y a un tracteur, dans le fond. Puis, ce cours d'eau-là, c'est un marais filtrant qui est animé par les champignons. Donc, par exemple, le strophère rouge vin, comme dont je vous ai montré des images, c'est un décomposeur secondaire. Et on se rappelle que les décomposeurs secondaires, ils déploient leur mycélium comme des saprophytes, hein, ils mangent de la matière inerte, mais ils vont aller à la chasse aux bactéries. Puis tant qu'ils ne sont pas dans une guerre ouverte avec les bactéries, là, qui sont pas allés à la chasse, ils ne produiront pas de champignons. Mais en termes biochimiques, on a découvert que ça peut servir de marais filtrant extrêmement efficace. Fait qu'il y a une série d'études où, par exemple, on a des eaux grises ou des déversements là, de porcheries ou d'eau très chargée en déchets. Puis, le strophère rouge vin, son mycélium va faire un filtre physique, mais ensuite, son activité biologique va servir de filtre biochimique, où, dans le fond, le strophère va aller attaquer des populations de E. coli, puis d'une série d'autres bactéries. Donc, on a une eau de porcherie qui passe à travers de la paille de strophère, puis qui sort de là comme une eau potable qui a été, en fait, dépolluée. Encore là, comme ce sont des désassemblages de molécules ou des gestions internes, les champignons sont comestibles. Puis toujours, hein, si nous, on n'est pas à l'aise de manger des champignons, même si sur papier, ils sont comestibles, bien, à ce moment-là, on peut les donner à des animaux. Donc, c'est ça, on pourrait renourrir les cochons là, qui ont envoyé de l'eau usée, mais on sait aussi que, par exemple, le strophère, il peut être un aliment intéressant pour les poissons. Puis on sait aussi que les abeilles, entre autres, vont aller chercher, vont boire l'eau qui perle sur le mycélium de strophère pour décontaminer certains pesticides qui pourraient se retrouver dans leur corps. Fait que ça, c'est toutes des notions qui sont là. Et encore là, je vous invite d'aller voir ça de votre côté, mais surtout de commencer à mettre les mains dans les champignons et tout ça parce que c'est une série de notions assez surprenantes. Puis en fait, la vraie question pour moi, c'est toujours de se demander comment se fait-il que ce ne sont pas des choses qui sont plus connues puis plus adaptées, qui ne sont pas appropriées par les sociétés dans lesquelles on vit parce que ça peut répondre à beaucoup de problèmes. Je ne vais pas m'éterniser, mais j'imagine que vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait tout un scandale là, au Québec sur les eaux usées puis les déversements à la limite des villes, puis avec ça, les algues bleues, puis tout ça. Puis la solution, c'était des usines de millions de dollars, puis de faire des tractations au gouvernement pour aller chercher des parts, de l'argent, des taxes, mais finalement, il y a une série de ces choses-là qui auraient pu être peut-être pas réglées entièrement, mais fortement amoindries par un petit comité de mycologues citoyens qui viennent installer un marais filtrant à la sortie de ces usines de traitement d'eau qui rejettent de l'eau non traitée, par exemple, à des coûts ridiculement bas. Hein, parce qu'une fois qu'on a la culture, tout ce qui devient un coût, si on utilise des matières résiduelles, c'est le temps qu'on y met. Fait que quand on travaille pour une cause puis qu'on n'a pas besoin d'être payé comme un ministre, là, mettons, ben on peut faire beaucoup avec des budgets restreints. Mais là, déjà, je divague, donc je m'en excuse. Oui. Fait que c'est ça, je vous arrête sur peut-être ce dernier. Ça, c'est des belles petites images. Je peux même
retourner de visu avec vous. C'est ça, pour conclure, si vous voulez, je voulais juste voir avec vous un peu une série de petits scénarios de culture. C'est ça, juste pour faire un peu, ça va nous permettre de résumer une série de notions en même temps. Je vous cherche juste une image, peut-être, mais sinon, ah oui. Donc oui, en premier lieu, comme on disait, si on veut facilement pousser des champignons, les cultiver au potager, on peut utiliser autant les champignons saprophytes, comme j'ai donc les pleurotes, les shiitakes, le reishi, le lin hérisson. C'est des champignons qui se cultivent assez facilement, qui ont bon goût, mais qui ont aussi beaucoup de propriétés médicinales. Donc ça, c'est comme super intéressant. Puis, on peut utiliser aussi des décomposeurs secondaires, le plus adapté à des cultures, là, culture facile, si vous voulez, ça va être le strophère rouge vin. Comme on a vu les photos tout à l'heure, parce que ça peut produire des champignons assez volumineux. J'en ai déjà fait qui étaient gros comme ma tête. Je sais que Paul Stamets, ils en fait qui peuvent aller jusqu'à 4-5 livres de poids. Donc, c'est ça, on peut travailler au jardin. Si on veut simplement pousser les champignons, ça, on peut soit s'acheter des blocs de culture, les faire fructifier en eux-mêmes ou les intégrer dans un espace de culture à travers les scénarios qu'on a vus ensemble. Ça serait déjà bien, mais on peut les intégrer dans une perspective de compagnonnage. Donc, de les mettre en relation avec les plantes ou avec les arbustes. Puis encore là, comme je disais, dans une espèce de connaissance scientifique là, qui demande à être encore perfectionnée. Si vous voulez, on a des grands classiques ou des grandes lignes où les champignons s'approfitent, puis en particulier des pleurotes, dont les pleurotes de l'orme, vont être réputés pour être d'excellents compagnons pour tous les cucurbitacées. Donc, les courges, les concombres, les melons, les zucchinis. Pour plein de petites raisons. C'est ça, comme on a montré tout à l'heure. Mettons, le classique, ça va être ça, des pleurotes de l'orme pairées avec des cucurbitacées, parce que les cucurbitacées ont des grands feuillages, donc ils permettent une canopée, un sol qui n'est pas exposé à la pleine lumière. Puis, c'est aussi des feuilles qui vont commencer à dépérir là, en septembre, donc ils peuvent tout de suite commencer à nourrir les champignons. Puis, c'est une famille de plantes qui vont avoir besoin d'un sol qui est très riche, qui est très humide, mais qui n'est pas détrempé. Ils peuvent être un peu sensibles aux moisissures. Puis, dans ce contexte-là, d'avoir du mycélium en sol ou en taillis, ça va vraiment aider à avoir un sol plus riche. Fait que c'est comme un très bon compagnonnage. Un autre truc qui est intéressant, un peu tout à l'heure, je parlais des strophères rouge-vin, des décomposeurs secondaires qui vont à la chasse aux bactéries. Puis, dans le fond, ça, c'est un super compagnon pour les brassicacées, donc les choux comme le kale, les cressons, les choux, les brocolis, des choses comme ça, parce que ça, c'est une des rares familles potagères qui est incapable d'entrer en relation avec les mycorhizes. Donc, c'est malheureux pour eux parce que, comme on disait, c'est comme s'il n'y avait pas l'accès à l'Internet de la nature pour faire circuler des réponses, des informations, des ressources, mais aussi des stratégies immunitaires. Puis, c'est une famille de plantes dont on sait qu'ils sont plus prompts à ce qu'on appelle des effondrements bactériens, ou au fait, aussi, une population bactérienne se développe dans le sol, il y a plus de chances qu'elle vienne jusqu'à affaiblir la plante, là, puis nuire grandement à sa croissance. Donc, dans ce contexte-là, quand on met un décomposeur secondaire, comme le strophère rouge-vin, on pourrait mettre le champignon de Paris, si on veut travailler comme ça. Il y a un cousin du champignon de Paris qui est, qu'on appelle l'Agaric blasei, B-L-A-Z-E-I tréma, qui est un champignon qui a un goût d'amande, qui peut être assez volumineux aussi, qui est super intéressant. Puis ça, comme on disait, on peut les mettre comme des décomposeurs secondaires qui ont un avantage encore plus grand pour les brassicacées, mais qui pourraient être utilisés évidemment avec d'autres plantes ou arbustes aussi. Fait comme je disais, en compagnonnage, c'est intéressant parce que si on a déjà un potager, on n'a pas besoin de travailler ou d'investir le sol beaucoup pour y rajouter des champignons, puis les champignons vont beaucoup aider les plantes. Puis, de fil en aiguille, si on a des plantes qui produisent davantage, ils vont aussi avoir davantage de tiges, de branches, de feuilles qu'on peut remettre au sol comme une nourriture à champignons, puis entamer un cercle vertueux comme ça.
c'est vraiment le fun. Quand on commence à réfléchir comme un mycélium, c'est que tous les déchets de notre jardin, ça devient de la nourriture à un réacteur qui génère du compost en temps réel. Fait que c'est quelque chose de super intéressant selon moi. Puis en compagnonnage, on peut aussi travailler avec les mycorhizes, comme on retrouve dans les centres jardins. Mike, il y a des petites boîtes bleues qui fonctionnent super bien. Encore là, tu as des endo-mycorhizes qui vont connecter avec environ 85% là, des plantes et des arbustes. Puis si on veut pousser l'audace, comme on parlait tout à l'heure, là, je crois que c'était Andréane, on peut aussi trouver des ectomycorhizes comme des morilles, comme des chanterelles, des amanites, là, si on a l'esprit d'aventure, puis on peut les ramener dans notre jardin puis chercher à voir avec quoi on peut les combiner. Parce que comme nous, là, dans la littérature, il n'y a aucun champignon sur papier qui va dire se cultive bien sur du café naturellement. Mais en fait, une fois qu'on les introduit, qu'on leur apprend à se connaître, ben ça fonctionne super bien. Fait que moi, je serais extrêmement surpris qu'on trouve aucune connexion pour les ectomycorhizes au potager. Mais il faut explorer. Fait que si vous avez des essais, vous me tiendrez au courant, on pourra s'écrire, parce que ça vaut la peine. Puis ça nous permet de faire un compagnonnage avec les plantes, mais aussi avec les arbustes. Comme je vous disais, si, mettons, vous avez un intérêt à cultiver les champignons, mais pas nécessairement à les manger, que vous n'avez pas nécessairement là, un potager super... si vous n'avez pas vraiment envie de vous intéresser au potager, on peut quand même intégrer les champignons ou les fonges comme organismes pour faciliter la gestion des sols. Parce que on sait que les pleurotes, entre autres, mais les décomposeurs secondaires aussi, vont installer des réseaux à travers le mycélium, ils vont dégager des enzymes qui peuvent ralentir, voire paralyser les nématodes, puis la propagation de certains micro-organismes qui viendraient s'attaquer aux racines, par exemple, aux bulbes d'ail, aux patates, à certaines choses comme ça. Donc, en entourant, mettons, des bulbes d'ail d'une culture de pleurotes, de décomposeurs secondaires, bien, on vient lui offrir une protection en même temps qu'on lui offre un sol qui est plus meuble, qui est plus chaud, qui est plus nourrissant. Donc, ça nous aide à combattre certains micro-organismes qui peuvent être envahissants ou problématiques. Ça peut nous aider aussi dans un scénario de revitalisation des sols. C'est-à-dire que, par exemple, moi, où j'étais, c'était un stationnement qui a été comment ils disent, on a enlevé l'asphalte, puis on avait un sol qui était extrêmement pauvre en dessous, puis on a juste mis énormément de copeaux de bois puis de mycélium, puis en quelques mois, on avait des vers de terre assez fringants, puis on a un sol aujourd'hui qui est extrêmement fertile parce que les champignons vont permettre d'accélérer les cycles, comme on dit, d'ennoblissement de certains arbres, mais aussi de dégradation des matières. Donc, oui, un accélérateur de décomposition. À chaque fois qu'on a du mycélium qui contamine, si on a des moisissures, des mousses vertes, des myxomycètes oranges, choses comme ça, on peut les amener directement au compost. Puis à ce moment-là, on va accélérer la dégradation des composts. Fait que c'est un peu un scénario où tout le monde y gagne. Puis en dernier lieu, sur l'aspect de gestion des sols, c'est aussi, on se rend compte que les champignons participent très fortement à ce qu'on appelle la séquestration du carbone dans le sol. Je ne pourrais pas en parler beaucoup, mais si vous avez le temps d'aller lire un peu sur ça, c'est fascinant. Avec les dérèglements climatiques, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de carbone qui était stocké dans les sols. Les arbres respirent du carbone, l'amènent aux racines, le mycélium le stocke en glomalin. Puis on se rend compte qu'à mesure que les températures fluctuent énormément, deviennent plus chaudes, les sols deviennent plus acides, puis le sol perd sa capacité ou perd de beaucoup sa capacité à retenir le carbone. Donc, il le libère. Puis là, c'est un cercle vicieux. Puis une manière de combattre ça ou de participer à la solution, c'est de remettre des matières carbonées dans le sol, puis de mettre du mycélium qui va participer à vraiment à la fixation de ces matières-là directement au sol. Oui, puis j'ai presque terminé, hein, fait qu'on y est. Il y avait la gestion des sols, ça peut aussi être utilisé comme jet pour les chanceux d'entre vous qui ont accès à des forêts, comme de la gestion de forêt ou qu'on dit de la mycoforesterie, parce que dans le fond, en premier lieu, ça nous permet de produire de la nourriture à partir de matières mortes, hein, des bûches, des souches, des branches, des copeaux.
Une fois qu'on fait ce travail-là, puis qu'on intègre les cultures au sol ou même en surface, ça va nous aider à stimuler la croissance de la forêt. Puis encore une fois, ça va augmenter la capacité du sol à retenir le carbone plutôt que de le relâcher dans l'air. Ça, c'est encore là, la nature, c'est peut-être une des technologies les plus précieuses qui nous est offerte. Puis c'est encore là, une fois qu'on apprend à travailler avec elle, elle nous le remet super bien. Parce qu'aujourd'hui, la science ne sait pas comment capturer le carbone de l'air pour le ramener au sol efficacement, mais les arbres le font depuis des millénaires, puis les champignons sont là avec eux. Puis en dernier lieu, si vous, à travers tout ça, vous ne voulez pas manger les champignons que vous cultivez, on peut toujours les laisser sur place pour les insectes, puis pour les animaux. Parce qu'on peut nourrir les animaux, mais même si vous faites l'élevage d'animaux, on sait que la plupart des champignons qu'on cultive ont des propriétés médicinales pour nous comme pour ces animaux-là. Donc, dans certaines mesures, le mycélium puis les champignons qui sont produits peuvent servir de produits de santé naturelle pour les animaux. Ce qui est intéressant ou surprenant, si vous voulez, c'est que ces principes actifs-là, qu'on peut mesurer, qui sont présents dans les champignons, que nous, on peut ingérer. Si on les donne aux animaux, on peut mesurer la présence de ces principes actifs-là dans la chair des animaux. Donc, en quelque part, si on utilise notre culture pour augmenter la santé de nos animaux, bien, si jamais on mange la chair ou les produits de ces animaux-là, bien, nous, on va finir par intégrer aussi ces principes actifs-là. C'est un peu compliqué, là, ça peut avoir l'air un peu métaphysique, mais pour moi, c'est quelque chose de super excitant. C'est ça un peu les scénarios dans lesquels on peut intégrer des champignons. Comme je vous disais, si ça vous intéresse de creuser davantage, il y a un super bon livre de Paul Stamets. Je pourrais vous écrire le titre. Malheureusement, beaucoup d'ouvrages mycologiques sont en anglais parce que ça reste un milieu assez niché. Mais je vais vous écrire dans le petit chat. C'est un super livre. Puis c'est vraiment le meilleur ouvrage de vulgarisation ou d'introduction à la mycologie que moi, que j'ai jamais rencontré. Il y a une version, si vous tapez le même nom, Paul Stamets, dans YouTube, vous allez trouver aussi un TED Talk, une présentation de 15 minutes qui est dans le fond un résumé de ce livre-là. Si vous voulez vous magasiner un peu l'idée avant de lire complètement, ça vaut vraiment la peine. Là. Oh, save. Oui. Puis, c'est ça, je pourrais envoyer à travers peut-être vos coordonnatrices une série de liens. Je ne sais plus si j'en ai déjà partagé, mais il y a une série de petites choses comme ça qui peuvent être vraiment bien pour donner encore plus le goût de travailler avec les champignons. Mais oui, c'est ça, moi, ça couvre un peu l'idée, comme je dis, le sommaire. J'espère que je vous ai donné envie de mettre les mains un peu à la culture de champignons. C'est ça, comme je dis, ça me fait plaisir de continuer la discussion avec vous là, en dehors de notre enregistrement pour qu'on puisse réouvrir nos caméras. Mais c'est ça, j'espère que ça vous a donné envie d'en apprendre davantage ou surtout envie d'essayer. Parce que des fois, on a l'impression que c'est là un peu loin de nous, qu'on ne l'a jamais fait. Des fois, on dit « Ah, je ne suis peut-être pas rendu là. » Puis on a tous, j'ai jamais le fun d'échouer de ce qu'on essaye. Mais moi, j'ai été extrêmement surpris de la générosité des champignons, là, je dirais, puis de la facilité avec laquelle c'est comme parce qu'ils nous ont accompagnés dans notre évolution, mais aussi parce qu'ils sont présents dans la culture des humains depuis au moins 10 000 ans. Finalement, il y a plein d'éléments. On comprend beaucoup mieux comment ils fonctionnent qu'on se l'imagine. Et là, je ne veux pas avoir l'air d'un vendeur de rêve, mais moi, j'avais rien j'avais aucun background pour cultiver les champignons. Puis, avant que je rencontre des échecs, il y a beaucoup de choses qui ont vraiment bien marché. Fait que ça vaut vraiment la peine de se donner la chance d'essayer, là, certainement. Puis, on pourrait voir peut-être avec la coordination si je ne suis pas certain comment on pourrait faire, mais seulement on pourrait peut-être vous faire parvenir quelques blocs pour le jardin pour que vous puissiez vous faire la main sans nécessairement le ramener chez vous. Puis à mesure que vous devenez confortable, peut-être prendre des petites parties de mycélium pour les ramener chez vous puis les reproduire de là. C'est ça. Moi, c'est comme je vous dis, si vous voulez, on peut passer aux questions. Là. J'imagine qu'on va avoir encore des belles choses à se dire. Super, merci énormément.